Bonjour à tous. Donc je remercie Monsieur Hafner de m'avoir invité à venir partager avec vous mes réflexions sur le lien entre l'alimentation et l'incontinence fécale. Donc je suis Aline Cazenave, je suis diététicienne dans le centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares, ce qui en fait m'attribue la prise en charge de patients présentant une incontinence fécale. Donc c'est à ce titre-là que je vous parle, mais je ne suis pas du tout diététicienne dans un centre prenant en charge véritablement des spina bifida. Alors, par contre, attendez, excusez-moi, mais je ne vois pas le PowerPoint. Je ne le vois pas. Alors bon. Rien. Ah, vous pouvez passer votre... Vous pouvez passer mon, comme vous dites. Sinon vous décrochez. Ben, je vais me mettre debout et je vais vous... Je vais voir si ça marche comme ça. Il faudra passer quand même les diapos. Oui, mais je vais passer. Je vous les passerai. Je vais les passer. Ne vous inquiétez pas, je vais les passer. Ça devrait marcher. Donc voilà, je vais vous présenter ce que c'est que... Enfin, je vais remettre une mise au point sur ce qu'est le trouble de l'évacuation colorectale. Donc en fait, on peut avoir plusieurs types de constipation. Une constipation dite de transit, qui est en fait un ralentissement de la propulsion des déchets au niveau du côlon vers la sortie. Cette constipation est en fait un peu la constipation dont on entend parler partout, dont on parle dans les magazines, dont on parle entre nous, dont on parle à la pharmacie, etc. Constipation de transit, donc avancée des déchets vers la sortie. On a une constipation également qu'on appelle terminale, qui est en fait une constipation due à une difficulté de l'exonération du contenu du rectum. Donc exonération de la selle, on est vraiment dans la partie terminale du tube digestif et on peut dire que tout ce qui s'est fait au-dessus, s'est fait normalement. Et puis, on a l'incontinence fécale, qui est en fait une perte incontrôlée de sel et ou de gaz dans des conditions socialement inadaptées. Et ces troubles de l'évacuation peuvent être isolés, voire parfois associés. Donc après vous avoir présenté les différents troubles de l'évacuation, donc l'incontinence anale, vous avez deux types d'incontinence anale. Une incontinence qui est dite active, qui se traduit par des besoins urgents, des impériosités, avec une incapacité de contracter les sphincters lorsque l'on sent le passage des selles. Donc à ce moment-là, ça traduit plutôt une incapacité sphinctérienne. Et puis, on a une incontinence passive qui n'est pas, elle, précédée d'une sensation de besoin à exonérer la selle. Elle est le plus souvent la conséquence d'une obstruction du côlon, avec des selles qui sont bloquées, et donc une évacuation de selles sous forme liquide, avec des pertes difficiles à contrôler. Qu'est-ce que la propreté ? La propreté, c'est l'action combinée, d'une part, du côté anatomique, c'est-à-dire le cap anal, la musculature avec les sphincters et les muscles releveurs de l'anus, la sensibilité qui peut être locale, cutanée, muqueuse ou sphinctérienne au niveau du canal anal, les fonctions neurologiques avec l'innervation sacrée et la commande cérébrale qui permet de renvoyer les directives pour l'exonération, et enfin, la qualité de la selle et la qualité en termes de consistance et de volume. La consistance, pourquoi ? Parce que tout le monde sait que lorsque l'on a une gastro toute bête et que l'on a des selles liquides, que l'on ait des sphincters compétents ou pas, on court aux toilettes et bien souvent, ça peut partir sans crier gare. Donc quand c'est liquide, c'est compliqué de retenir. Lorsque c'est mou, moi j'appelle ça un peu bouse de vache, eh bien, c'est comme un tube de dentifrice. Vous appuyez, une partie s'en va, mais le reste au-dessus et donc reste coincé et peut générer des bouchons. Enfin, si je pars à l'autre extrême, lorsque la selle est dure, comme ça, comme un caillou, vous n'avez aucune prise lors d'une envie d'exonération. Donc, la consistance de la selle est importante pour qu'en fait, on puisse avoir une prise de façon à l'expulser. Ensuite, le volume. Eh bien, lorsque l'on a un trouble de l'exonération des selles, il est plus compliqué d'évacuer une grande quantité de sel qu'une quantité de sel moyenne.
Et donc la continence, en effet, bon, c'est contraction-relaxation des sphincters. Dans le spina bifida, vous le savez, le fonctionnement est altéré à différents niveaux. Mauvaise ou absence de perception de la sensation du besoin. Trouble au niveau du tonus sphinctérien anal avec une contraction et une relaxation anale qui est asynchrone. Et puis, plus ou moins, un ralentissement du transit des selles dans le côlon, engendrant des selles dures plus difficiles à évacuer. Et les retentissements, vous les connaissez bien mieux que moi, c'est des retentissements sur votre vie professionnelle et sociale, sur votre vie sexuelle, sur votre qualité de vie en général et l'estime de vous-même. Or, j'entends votre petite voix qui dit « L'alimentation est un des seuls paramètres sur lesquels je peux agir, dont j'ai encore la maîtrise. » Et là, c'est la porte ouverte à des restrictions alimentaires qui peuvent être plus ou moins arbitraires et pas toujours fondées. Donc, maintenant, je vais vous amener à comprendre comment on peut agir sur la qualité de la selle. La qualité de la selle, on fait toujours référence aux fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, c'est contenu dans tout ce qui est d'origine végétale, donc que ce soit les fruits, que ce soit les céréales, les légumes secs, les produits complets, les fruits secs et oléagineux et les légumes verts. Je dis bien les légumes verts, qu'ils soient verts, mais également rouges, oranges, blancs, etc. Pour remonter donc dans ces fibres alimentaires, on va se pencher sur les glucides, c'est-à-dire les sucres qui sont contenus dans les plantes. On a d'abord des glucides très simples, tels que le glucose, le fructose, qui sont des sucres donc assez isolés, et le saccharose, donc qui est un assemblage de glucose et de fructose, que l'on trouve dans les betteraves, la canne à sucre. Ces sucres ont un goût sucré, ils sont solubles dans l'eau, et ils sont facilement assimilables par l'organisme humain. Quand je dis qu'ils sont facilement assimilables, c'est qu'en fait, ils vont répondre à l'action des enzymes digestifs. Et, oula, pourquoi ça passe sans moi? Et puis, on a des glucides plus complexes, donc, qui sont des polymères de glucose, qui ont un goût un petit peu plus sucré, qui sont difficilement solubles dans l'eau, et donc un peu plus difficilement assimilables. Lorsque l'on rentre encore plus dans la complexification, on va avoir les amidons. Les amidons sont solubles dans l'eau, ils n'ont pas de goût sucré, ils ont une certaine résistance aux enzymes de notre organisme, mais au final, ils sont assimilables. Et puis, on a la pectine. Donc la pectine, vous en avez peut-être entendu parler, c'est ce qui sert à faire les confitures en particulier. La pectine, c'est un polymère de glucose qui est soluble dans l'eau. Elle a un goût sucré, elle est fortement résistante à nos enzymes digestifs, elle est donc non assimilable. C'est ce qu'on appelle une fibre alimentaire soluble. On a ensuite la cellulose, qui, elle, n'est pas soluble dans l'eau, a une très forte résistance à nos enzymes digestifs, elle est donc non assimilable, c'est une fibre alimentaire insoluble. Donc les fibres alimentaires, eh bien, ce sont tous les éléments non dégradés par les enzymes digestives de l'homme et qui arrivent tels quels dans le côlon, où ils vont subir ou non l'action du microbiote. Donc l'ensemble des bactéries présentes au niveau du côlon. Si je reviens à ces fibres alimentaires qui sont dites, qu'on appelle solubles, c'est en fait des composés qu'on peut trouver dans les cellules des végétaux comme les gommes, la caroube, on en trouve également dans le lin, c'est des mucilages. Et puis les pectines, donc on l'a vu, qu'on trouve principalement dans les légumes et les fruits. Et puis certaines hémicelluloses qui sont des polymères de glucose également que l'on retrouve dans les végétaux. Et on a ce qu'on appelle l'amidon résistant, c'est-à-dire qu'on a vu que l'amidon répondait aux enzymes digestives et était assimilable, mais il y a une partie de l'amidon qui, dans certains aliments, n'est pas assimilable, et c'est donc à ce moment-là, décidément, une fibre insoluble. Et
Puis, après, on peut avoir des produits tels que l'inuline, que l'on retrouve dans certains aliments, chicorée, topinambour, bananes, oignons, poireaux. Ces fibres solubles, elles se dissolvent dans l'eau, et lorsqu'elles se dissolvent dans l'eau, elles forment un gel, ou alors elles épaississent le milieu dans lequel elles sont. Elles sont majoritairement fermentescibles, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau du côlon, elles vont subir l'action du microbiote en libérant des gaz. Et puis, elles captent, de par le fait qu'elles se solubilisent, elles captent une eau qu'on appelle une eau libre, puisque cette eau est réabsorbable au niveau du côlon. Dans le côlon, l'eau est réabsorbée. Et progressivement, ce qui est arrivé qui est liquide devient de plus en plus solide. C'est principalement, en fait, ce qu'on peut dire, si on schématise, c'est principalement les pulpes contenues dans les légumes et dans les fruits. Les fibres insolubles, c'est principalement donc la cellulose, que l'on trouve, les côtes de salade par exemple, de nombreuses hémicelluloses, ce sont des fibres que l'on trouve dans les céréales, et la lignine, qui est en fait, par exemple, les enveloppes des grains de raisin, les petites graines de fraises, de kiwi, etc. Ces fibres qui sont insolubles s'hydratent en piégeant l'eau. Donc c'est sûr qu'elles gonflent, elles se remplissent d'eau. Mais du coup, elles vont augmenter le volume et le poids du bol fécal. Elles sont essentiellement non fermentescibles, ce qui veut dire qu'elles ne répondent pas à l'action du microbiote. C'est principalement tout ce qui va être peau, pépins, enveloppe des fruits, des légumes, des céréales et des légumineuses. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle des composés laxatifs qui vont donc avoir une action qui va être il va y avoir un effet osmotique, c'est-à-dire qui va attirer l'eau dans la lumière digestive et donc entraîner d'une part des selles peut-être plus molles, plus liquides, mais également stimuler le péristaltisme du côlon. Et ça, généralement, c'est également très personne dépendante. Certaines personnes vont être réceptives à ce genre d'éléments et d'autres non. Donc, en fait, mon propos est pour dire que dans ces fibres, donc on a des fibres insolubles et des fibres solubles, que les fibres solubles qui se dissolvent donc dans le milieu vont l'épaissir et elles vont fermenter, donc elles vont subir l'action du microbiote et elles vont donc produire le fondement même de la selle et elles vont surtout agir sur la consistance de la selle. Les fibres insolubles, elles, se gorgent d'eau, ne subissent pas l'action du microbiote, elles vont donc elles vont surtout augmenter le poids et le volume des selles. Donc c'est vrai que dans notre réflexion à nous, on s'est dit que les fibres insolubles faisaient surtout une augmentation du volume et du poids des selles. Donc voilà un schéma un peu simplifié de la digestion des glucides, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez en haut, là, l'amidon. Donc l'amidon, en clair, c'est l'amidon-amidon, et en plus foncé, l'amidon résistant. Ensuite, on a les fibres solubles en clair, et en vert foncé, les fibres insolubles. C'est dans le tractus digestif, ça arrive donc tel quel au niveau du grêle, sauf l'amidon qui a subi les actions des amylases salivaires pancréatiques et qui ont donc été absorbées. Lorsqu'on poursuit l'amidon résistant et les fibres solubles, ils vont en fait donc subir l'action des bactéries du microbiote en libérant, c'est la fermentation, des acides gras à chaîne courte qui vont être réabsorbés et des gaz. Et ils vont produire la selle, la matière fécale. Et les fibres insolubles, elles, traversent tout tel quel et vont être enchâssées dans la selle. Donc quand on a une selle normale, on ne voit pas de différence. Tout est un peu mélangé et si on a une capacité à retenir ou à éliminer ces selles, peu importe. Mais on peut rencontrer une problématique lorsqu'on a une difficulté d'exonération de la selle, parce qu'en fait, les fibres insolubles ne jouent pas sur la qualité, elles vont jouer simplement sur le volume.
Et par exemple, je prends un exemple très simple, lorsque l'on a mangé des lentilles, c'est l'extrême, on a des sels qui sont extrêmement molles, avec énormément de morceaux de matière. En fait, on a les enveloppes des lentilles qui sont présentes. Et ça, c'est vraiment... Donc, enfin, ça se voit, les patients le racontent. Voilà. Et... Excusez-moi, je reviens encore juste. Et lorsque l'on a mangé des grains de maïs, j'ai énormément de familles, puisque moi je vois plutôt des parents qui disent eh ben, dans la couche de mon enfant, j'avais des grains de maïs. Voilà. Donc en fait, ça ne concourt pas à la qualité optimale de la selle. L'hydratation, donc l'hydratation est également très importante, puisqu'en fait, c'est elle qui va permettre l'humidification des fibres, non pas de la selle, mais des fibres, puisqu'en fait, ça va faciliter la dissolution des fibres solubles et ça va être réabsorbé par les fibres insolubles. Et donc ça va en effet, globalement, proposer une bonne hydratation de la selle. Il n'y a pas de preuve de l'intérêt d'une surhydratation, parce que si vous buvez beaucoup pour avoir des selles molles, vous allez aller faire pipi beaucoup plus souvent. Par contre, il semblerait, en effet, que la sous-hydratation entraîne une modification de la consistance de la selle par déshydratation. L'organisme est lui-même en manque d'hydratation, donc en fait, il va aller la chercher plus facilement, il va réabsorber celle qu'il y a dans les selles, et donc ça va accélérer la déshydratation de la selle. Je voulais juste vous mettre un petit encart sur l'effet laxatif des eaux qui sont fortement minéralisées, comme je vous ai mis en bas, Éparc, Ézac, Badois, Contrex. Attention lorsqu'il s'agit d'enfants, parce que ce sont des eaux qui sont fortement minéralisées, qui du coup ne sont pas... Il doit y avoir un défilé qui se fait sans moi. Voilà, ça peut, chez le petit enfant en tout cas, être délétère au niveau rénal. Et ce que nous, on a remarqué, c'est que ce type d'eau peut être efficace ponctuellement, mais perd de son efficacité lorsque c'est au long cours. Prendre de l'eau Épar comme boisson unique, voilà, je pense qu'au bout d'un moment, ça n'est plus vraiment actif, ou en tout cas, chez beaucoup de personnes, ce n'est pas vraiment actif. Par contre, le prendre au moment où on est en rétention de sel, ça peut fréquemment enclencher une élimination de sel, mais là encore, c'est très personne dépendante. Alors, je vous ai mis juste des recommandations européennes de l'apport en eau. Il faut savoir que lorsque l'on parle d'apport en eau ou de besoins hydriques, en fait, on a une eau de constitution des aliments, plus l'eau de boisson. Et qu'en moyenne, donc chez un adulte, on a à peu près 750 millilitres chez l'homme et 600 millilitres qui sont apportés par les aliments même de la ration. Et puis ensuite, donc il faut complémenter avec des boissons à hauteur de 1 litre 750 pour les hommes et 1 litre 4 pour les femmes. Et à ce moment-là, vous avez couvert votre besoin hydrique. Vous l'apprenez tout de suite. Après bon. Donc juste, l'alimentation ne fait donc pas tout. Hein. Quand on a un trouble de l'évacuation, il peut y avoir la stagnation de la selle et du coup, on a dessèchement de la matière et on a une augmentation de la production des gaz. Il est donc important pour essayer de contenir ce trouble de l'évacuation, d'avoir une hygiène défécatoire avec une rythmicité de l'évacuation de la selle au moins une fois par jour afin d'éviter qu'elle se dessèche, puisqu'en fait, plus elle stagne, plus elle se dessèche. Et puis, il ne faut pas hésiter à avoir une aide médicamenteuse ou mécanique. Souvent, elle est incontournable, avec un humidificateur des selles ou une stimulation à l'évacuation, voire les irrigations transanales. En conclusion, je dirais que le rôle de l'alimentation dans la prise en charge d'une incontinence fécale chez le patient atteint de spina bifida a certes sa place, mais n'est pas primordial. Les conseils d'alimentation doivent en fait s'orienter vers une chasse aux idées reçues, vers la chasse également aux fausses bonnes idées, aux évictions qui sont arbitraires. Il faut rendre au repas sa dimension de plaisir
de convivialité, tout en respectant un équilibre alimentaire de base. Et ensuite, peut-être au cas par cas, en effet, au cas par cas, faire un conseil dans l'apport en fibres. Donc chez nous, c'est plutôt aller vers des fibres solubles plutôt que des fibres insolubles, sans pour autant tourner à l'obsession. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Si je conseille à mes patients de ne pas prendre de fibres insolubles, par exemple, je vais leur demander de peler et d'éplucher les légumes et les fruits. Jusque-là, on n'est pas dans quelque chose de très difficile à faire. Mais je vais également préciser, je m'occupe d'enfants, que lorsqu'on a des tomates cerises en apéritif ou c'est pratique à donner aux enfants, on ne va pas s'amuser à les éplucher, à les épépiner. Je vais également pas du tout demander aux familles de prendre des pinces à épiler pour aller chercher les pépins des aubergines. Les conseils que je vais donner vont être faits dans la mesure du possible, en tenant compte du travail que ça va demander à celui qui prépare la cuisine. Et puis, c'est surtout que comment vous dire, c'est aussi un équilibre sur la journée. C'est-à-dire que si j'ai un repas dans lequel, parce que l'enfant est allé à la cantine, il y avait des lentilles, le soir, je vais dire à la maman de donner quelque chose qui n'a pas de fibres, donner des pâtes. Ça va permettre de rééquilibrer. Donc, c'est une histoire également d'équilibre et donc, en fait, d'apprentissage également, pour prendre du recul par rapport aux menus qui sont proposés et essayer de les équilibrer au cours des journées. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bien, on vous remercie. Oui, j'avais juste une petite question parce que parmi un certain nombre de choses avec lesquelles j'avais eu quelques désaccords dans mon suivi personnel, lorsque j'étais enceinte, on m'avait dit qu'il fallait que je fasse très très attention de ne pas trop boire et notamment il fallait surtout pas dépasser 2 litres par jour. Je ne vous cache pas que j'étais assez en désaccord avec ça. Du coup, j'aurais bien aimé avoir votre point de vue parce que je pense qu'on était très très loin de pouvoir dire que ça peut représenter un quelconque danger et que par ailleurs, on n'a pas des apports en eau qui sont toujours les mêmes tous les jours. Des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un peu moins. Donc, évidemment, on ne boit pas 2 litres tous les jours, mais des fois, on peut boire plus en fonction des circonstances. Tout à fait. Si on a soif, s'il fait chaud, si on a besoin, on boit plus. Moi, mon propos en soulignant ça, c'est surtout de prendre l'habitude de boire de façon suffisante et de ne pas courir après la surhydratation. En effet, il y a des jours où vous avez soif et d'autres vous avez moins soif. Ça dépend du temps, ça dépend des pièces dans lesquelles vous êtes. Si c'est surchauffé, vous aurez plus soif que là où c'est pas chauffé. Donc en fait, tout ça, c'est à prendre en compte, bien évidemment. Voilà, en l'occurrence, il y avait aussi des questions urinaires qui peuvent se poser. En fait, je pense que pour vous, il y avait des questions urinaires. Voilà, il y avait Voilà. Mais je crois que c'est important de rassurer les gens sur le fait qu'il n'y a pas un danger à boire trop, à part si on se met à boire 3 ou 4 litres par jour. Mais c'est plus dans le fait de s'imposer. Voilà. Absolument. Et la deuxième petite question que je me posais, c'est on parle souvent de l'équilibre alimentaire, où on dit souvent que ça se fait sur à peu près une semaine, des choses comme ça, mais dans le cas de la problématique de l'incontinence fécale et de la régulation de la constipation, en gros, l'équilibre pour l'apport de fibres régulier, est-ce que ça se fait plutôt sur une journée, sur 2-3 jours? En gros, ça se ferait sur quel type de rythme? Moi, je pars du principe que, dans l'idée, une alimentation équilibrée, vous avez au cours d'une journée, pour une portion de légumes, une portion de féculents. C'est-à-dire que pour une portion de légumes, vous avez une portion soit de pâtes, soit de riz, soit de pommes de terre, soit de patates douces, voilà. C'est ça. Vous avez 2 à 3 fruits par jour et une crudité. Ça, pour moi, c'est au niveau d'un apport en fibres, c'est un équilibre basique. Voilà. Après, il est bien évident que là encore, en fonction des jours,
vous avez des journées où vous allez peut-être avoir 2 fois des légumes et des journées où vous allez avoir que des féculents parce que la vie fait que c'est comme ça et que vous êtes rentré tard du travail, vous n'avez pas eu le temps, vous avez plus rien dans votre frigo, voilà, mais vous pouvez vous récupérer. Mais il faut garder en tête que c'est ça, c'est pour une portion de féculents, j'ai une portion de légumes, une crudité, 2 à 3 fruits par jour. Et là, vous avez l'équilibre alimentaire de base de l'apport en fibres. Encore une question? Pas de question? Donc c'était parfaitement clair. Et... Non. Micro. Merci. Bonjour. En fait, je voulais c'est par rapport à tout ce régime-là. Pour certains, je pense que je ne dois pas être le seul. Même en tenant un régime strict, il n'y a pas vraiment de résultat. Et est-ce que vous avez des retours sur les probiotiques? Parce que je commence à m'y intéresser. Et je ne sais pas si c'est... Alors, déjà, dans la première réflexion que vous faites, c'est qu'en effet, l'alimentation n'a pas obligatoirement un impact et ça ne règle pas les choses. Hein. Et je pense que c'est là où il faut prendre vraiment du recul par rapport à toutes ces restrictions que vous faites, quelque part. Après, sur la problématique des probiotiques, j'ai pas tellement de recul là-dessus. Hein. Là aussi, ça ne fait pas tout. La seule chose que l'on peut dire, c'est qu'une supplémentation des cures de supplémentation en probiotiques peuvent en effet permettre un réensemencement des bactéries du côlon. Voilà. Donc, pour l'instant, moi, je ne peux pas vous en dire plus. Hein, et que ça peut en effet avoir un impact sur la qualité de la selle. Mais c'est j'en ai aucune preuve. Bien. On va en plus, excusez-moi, dans les probiotiques, il y a probiotiques et probiotiques. Hein. Vous avez des supplémentations dans lesquelles il y a une seule souche, vous en avez, il y en a 5, vous en avez, il y en a 10, vous en avez, voilà. Sur quoi elles agissent exactement, voilà. Donc, la flore intestinale, ça reste encore assez mystérieux. Hein. Je peux vous dire que... Et on n'avance pas tellement en ce moment là-dessus, malgré le travail qui est fait.